Bon, ben écoutez, allons-y. On va débuter, cette belle soirée, en compagnie de Marie Bardigian. Je crois qu'il y a des gens qui vont continuer de se joindre, à nous là, dans les prochaines minutes, mais, entamons cette, belle rencontre autour, des, livres sur l'art et de la littérature jeunesse avec, Marie, Bardigian, qui est animatrice, auteure, pianiste, mère, grand-mère, grande amateur de littérature jeunesse. Donc, vous la connaissez par de diverses façons. Elle a signé le manifeste On a tous besoin d'histoire. Elle a fait diverses animations dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les librairies autour de la littérature et l'art. Elle a écrit des livres remarquables, Riopelle, La Chambre d'Adèle et son tout dernier que vous voyez en illustration ici, Le secret d'Alfred,
fait une incursion dans l'univers d'Alfred Bellan qui est tout à fait magique. Donc, je vous invite à passer un beau moment en sa présence et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Marlène. Je suis un peu déroutée par la formule webinaire parce que je ne me vois pas, donc j'espère que je suis cadrée à peu près dans l'image et je ne vous vois pas. Mais on va avoir l'occasion à la fin d'échanger et de se parler, en tout cas, ne serait-ce que par le chat. Alors oui, j'avais très envie en fait de lancer cette rencontre au fond pour parler des livres d'art et puis pour peut-être faire un peu mieux comprendre toute la démarche autour des livres d'art et notamment ce que je fais. Euh, Au fond, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une perception parfois raccourcie autour de ces livres d'art et j'aimerais vraiment vous montrer, vous démontrer le soin avec lequel ces livres sont faits, pas seulement pour faire mousser mon travail, mais pour vraiment vous dire comme ce sont des outils, combien ce sont des outils importants pour nos jeunes. Alors, si vous êtes là, évidemment, c'est que vous êtes quand même très motivé par l'art. J'ai fait un petit soutien visuel pour qu'on puisse voilà, alimenter les propos. Et vous aurez même une petite contribution à un moment donné à faire, parce que l'art, évidemment, appelle le dialogue. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de vous solliciter pour quelques petites choses. Voilà, alors on va parler un petit peu de la place et du rôle de l'art. Bon, ce n'est pas une conférence sur l'histoire de l'art, donc je ne vais pas faire une grande conférence là-dessus, mais je trouve nécessaire de reparler de ça. En plus, il y a eu récemment quelques articles, j'y reviendrai, autour de l'éducation artistique. Ensuite, je vous montrerai un petit panorama de certains des livres d'art, de la variété de ces livres, qu'est-ce qu'on a à notre portée, pourquoi on fait des livres d'art aussi et créer des livres d'art pour les enfants, bien, qu'est-ce que ça implique? Et c'est là où, évidemment, toute ma démarche va être reliée à ce point. Je vous montrerai ensuite, ben, finalement, tout ce que j'ai pu faire autour de l'art avec mes livres au fil des années et j'illustrerai ça de photos d'ateliers qui, vous le verrez, vont des projets individuels à des projets collectifs. Heu, Tout ça pour dire non seulement l'art, évidemment, peut susciter l'envie de faire de la création plastique, mais qu'est-ce qu'on travaille en faisant cette création plastique et en abordant ces peintres? C'est ces questions-là, à mon avis, qu'il faut se poser. Et il faut se les poser pour nous aider à peut-être, comment dire, décentraliser l'art autour de juste le prof d'art plastique, pour aussi montrer qu'on peut utiliser ces livres même si on n'est pas le prof d'art plastique. Et puis, bah, si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, on fera un petit exercice aussi sur l'idée qu'une image vaut mille mots, un petit exercice d'écriture, et puis on parlera de l'art et la matière. Alors voilà pour notre programme. Vous savez que l'art appartient à tout le monde. L'art est le bien de tout le monde, de toute l'humanité. Donc, c'est quand même très important d'en parler puisque ça nous appartient et que cette richesse donnée par l'art peut apporter aux grands comme aux petits euh, énormément d'enrichissement, excusez-moi pour la répétition, au niveau de l'esthétique, du style, au niveau de la représentation des choses. On va approfondir un petit peu ces points, que ce soit dans les formes, dans les couleurs, au niveau de l'histoire d'une culture où souvent, on le sait, l'art a pu servir des dirigeants, des rois, des papes, des empereurs, puis aussi des dictatures. L'art a aussi eu un lien avec la politique. Mais l'histoire des cultures reliées à l'art a été aussi très importante parce que ce sont souvent des artistes qui ont fait avancer les pensées en bousculant des sociétés. Et vraiment, on a un exemple extraordinaire ici avec le Refus global qui quand même publié en 1948, a été prémoniteur de ce qui allait se passer ensuite avec la Révolution tranquille. Donc, l'art a vraiment sa place et les artistes ont vraiment leur place. Euh, ou encore, si je reste toujours au niveau de l'histoire d'une culture, l'art a été relié à
tout l'aspect sociologique et technique des sociétés, puisque, par exemple, quand le cinéma est né, ça a changé la conception de l'art. On a même cherché à créer de l'art cinétique et de l'art en mouvement. C'est ce qu'aura fini par faire, par exemple, l'artiste multidisciplinaire Calder. Mais donc ça a une influence, toutes les découvertes techniques ont une influence. La photo a remis complètement en question la représentation de l'image puisque, on s'est dit: «Bah, finalement, la photo étant capable de représenter, d'une façon figée exactement ce qu'on voit, est-ce qu'il est nécessaire de continuer à peindre comme on peignait avant?» Donc ça a tout remis en cause. Ou encore la peinture en tube qui a, fait en sorte que les artistes ont pu sortir de leurs ateliers pour aller créer en plein air. Ils sont revenus dans leurs ateliers finalement, mais il y a vraiment eu des mouvements. Donc vous voyez que l'art est vraiment inscrit dans la société, il fait partie de nous. C'est vraiment ça dont il faut jamais perdre la perspective de cette idée-là. Alors je vous disais, je vous parlais de 2 articles récents. Il y en a un qui parlait de l'art-thérapie, c'était dans la presse de vendredi dernier et qui parlait du bien que fait l'art, du bien-être que ça apporte et c'est plutôt de ça dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui avec les enfants. Je vous lis un tout petit extrait de cet article, c'est ce qui recherche de mes recherches, parle un psychologue. Cela revient beaucoup, l'art pour exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer autrement. On n'est pas impuissant puisqu'on a l'art, voilà, pour nous aider. Donc, l'art comme élément de bien-être. Et je vous dirais que récemment, et notamment aux sorties de ces années Covid, quand on s'est retrouvé à un spectacle de danse avec mon conjoint, on s'est regardé et on s'est dit: «Oh mon Dieu que ça fait du bien!» Sans s'expliciter plus avant pourquoi ça nous faisait du bien et où ça nous faisait du bien. Mais il y avait comme un espèce de dialogue qui s'instaurait avec la scène et on s'est dit: «Mais on en a tellement besoin. Il faut que les enfants connaissent ça, il faut qu'on les éduque à ça». Le dernier article en date, c'était, un article de Normand Baillargeon qui écrit toujours sur l'éducation dans Le Devoir, vous le savez et qui se lamentait un peu du fait que, au fond, on veut être tellement complaisant et on a tellement peur que les jeunes ne soient pas intéressés par ce qu'on leur propose, qu'on dans cette complaisance, on veut leur montrer des choses qu'ils connaissent, comme le rap ou des choses plus proches d'eux, ce qui est évidemment une très bonne chose. Mais en même temps, c'est quand même le rôle des éducateurs de les nourrir de ce à quoi ils n'ont pas forcément accès, de l'histoire, de la représentation artistique, de tout ce qui fait que nos jeunes vont être des jeunes éclairés avec du sens critique. Donc tout ça a une vraie raison d'être. C'est pas l'art pour l'art, c'est parce que l'art s'inscrit vraiment dans la vie de tout le monde. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est en effet de travailler, sur ce que ça apporte à nos jeunes intimement, pour nous motiver à présenter de tels livres. On sait que l'art peut être vraiment un déclencheur formidable, pas seulement d'activité, comme je le disais au début, mais des réactions de bien-être, au niveau des 5 sens, par exemple. Ne serait-ce que ne serait-ce que parce qu'on va travailler notre regard, notre œil, notre observation. Donc là, on fait un travail approfondi de regard. Et quand je fais des ateliers avec des jeunes sur, par exemple, un de mes livres qui travaille juste sur une œuvre abstraite comme Le Petit Canoë et les collines du fantôme, à la fin, quand je leur dis: «Hey, on a travaillé 1 heure sur une image, vous vous rendez compte?» Les enfants font: «Waouh!» Bon, on a tellement l'habitude d'un monde qui va vite, où les images circulent à toute allure que, bon, déjà, il y a un atout très fort ici d'apprendre à approfondir ce qu'on regarde. Heu, mais je disais, on travaille au niveau des 5 sens et on travaille au niveau du sens. Quel sens fait une image? Une image, elle peut nous séduire, elle peut nous repousser, elle peut nous réconforter, elle peut nous étonner, nous inquiéter. Donc il y a toute une émotivité qui s'empare de nous quand on regarde une image, si on prend le temps de regarder une image. Donc et l'image, peu à peu, peut prendre du sens. Pas toutes les images, pas les mêmes images pour tout le monde et c'est aussi un aspect sur lequel je vais un petit peu revenir. Et évidemment, l'art nous confronte à la notion de beauté. Bon, c'est une notion philosophique, la beauté, et ceux qui font de la philo pour enfants, ben, certainement s'emparent d'images de l'art pour travailler ce concept. Mais la beauté, qu'est-ce que c'est? Et ça appelle à des discussions absolument fabuleuses
et passionnante avec les enfants, les critères de beauté, hein. Ça donne lieu à de grandes discussions. Donc, on peut confronter 2 images de l'art et les mettre devant les enfants et dire laquelle te paraît plus belle et pourquoi, et cetera. Donc, cette capacité à comparer, il faut pouvoir, leur donner les moyens de s'en emparer aux enfants. C'est pour ça qu'il faut travailler notre regard sur l'art. Heu, Justement, j'aimerais tout de suite vous interpeller avec une, image avec laquelle on va, voilà, travailler un tout petit peu sur cette faculté d'émerveiller les enfants. Moi, ce que j'aime quand j'arrive dans un groupe, c'est étonner, surprendre les enfants avec une image de l'art. Tout à l'heure, je vous montrerai mon livre sur Pelin pour ceux qui ne l'ont pas vu. Franchement, j'ai eu récemment des animations, dans des librairies, c'était vraiment extraordinaire. La capacité des enfants à s'étonner, à s'émouvoir devant certaines images et à faire part de leur surprise avec des hauts, des A. Et sur la dernière image du Pélan, quand je fais découvrir le secret et qu'on voit que le Père Noël est un artiste, vraiment, j'ai vu les yeux ronds des enfants. Ils se sont demandé: «Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» Le doute s'est installé et le doute, c'est bon, le doute, parce que ça nous fait travailler en fait entre la réalité et la fiction. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image surréaliste de Magritte. Magritte, qui est un peintre qu'on peut utiliser beaucoup avec les enfants, et on peut faire des liens avec la littérature jeunesse, puisque des artistes comme Anthony Brown et Claude Ponty se sont beaucoup emparés d'images de Magritte. Mais regardez ici, c'est une image vraiment complètement étonnante. Il a gardé des parallèles droits, alors l'image est vraiment trompeuse. On a l'impression que le cheval passe à travers les bois, à travers les arbres, on ne sait plus trop. Et en fait, c'est une image, si vous décalez de côté, les perspectives ne sont pas les mêmes. Donc, Magritte s'amuse à nous tromper. Mais en fait, toutes les images sont une illusion d'optique. Toutes les images ont quelque chose qui se promène entre la réalité et la fiction. Les images, même de la Renaissance, où on travaillait la perspective, ce sont des perspectives toujours un peu trompeuses. On joue sur l'image, on joue sur les techniques, on joue sur la disposition des éléments dans l'image. Donc, il y a toujours un travail technique parfait qui fait que l'artiste, quand il crée cette image, veut nous amener à voir peut-être au-delà. Alors, d'ailleurs, les images sont trompeuses dans la réalité des enfants. Enfin, je veux dire, sur Facebook, on voit des images qui ont été travaillées. Dans les publicités, les images sont photoshopées. Donc, vous voyez, on est aussi dans quelque chose qui n'est pas réservé à l'art. On est habitué aujourd'hui à avoir des images qui sont trompeuses et il faut être capable de les détecter et il faut être capable de mieux les regarder pour mieux les comprendre. Heu, D'ailleurs, ce flou, c'est typique de l'art. Qu'est-ce que l'art? On ne va pas revenir sur une définition de l'art, mais c'est un flou qui s'est installé depuis la nuit des temps, parce que si au début des temps, c'était réservé aux peintres dans les grottes et à l'art pariétal et à quelques sculptures, au fur et à mesure que l'art et les techniques ont évolué, on voit bien qu'il y a un flou s'installe. Jusqu'où s'arrête l'art? Est-ce qu'il y a des limites qu'on peut repousser vers lesquelles l'art peut être repoussé? Aujourd'hui, la vidéo. Aujourd'hui, les moyens techniques sont incroyables. On utilise des drones pour créer de l'art, on utilise des ordinateurs pour de l'intelligence artificielle pour créer de l'art. Donc, vous voyez, c'est un peu sans limite. Et d'ailleurs, quand on voit, cette photo que je vais vous montrer maintenant, qui est une photo, écoutez, que j'ai prise comme ça, mon frère me parlait, il était sur un bateau et j'ai pris cette photo, j'ai dit: «Ne bouge plus». Est-ce qu'on pourrait, si on présentait, cette photo, ne pas penser que c'est presque un tableau abstrait où on travaille le blanc? C'est une photo complètement naturelle, sans trucage pour le coup, mais qui peut appeler à beaucoup de poésie et beaucoup d'imaginaire. Donc, vous voyez toute ce lien, ce flou qui s'entretient entre la réalité et l'imaginaire, c'est exactement la même problématique, si tant est on appelle ça une problématique, enfin la même définition que la littérature au fond, qui joue tout le temps sur la résonance entre la réalité et la fiction. Donc,
On est vraiment dans ce domaine-là et c'est ça qui est intéressant parce que c'est absolument infini. Alors, la résonance d'une œuvre d'art. C'est ça beaucoup qui m'intéresse de travailler avec les enfants parce que j'ai bien vu au fil des années, quand je travaille des œuvres d'art, que ce soit des œuvres figuratives ou des œuvres abstraites, je vois bien combien chaque enfant laisse parler son propre vécu. Chaque œuvre a une résonance en soi. Elle nous oblige à une introspection. Et on va faire un petit test avec deux œuvres d'art. Une première œuvre, une œuvre figurative que je vous montre là, qui est une œuvre de Félix Vallotton, s'appelle Le Salon. Et on verra ensuite avec une œuvre différente sera une œuvre d'Alfred Pellan. Alors, j'aimerais tout simplement euh, qu'on a moins l'habitude de le faire, on le fait beaucoup avec la musique. La musique qui est vraiment la musique qui a une résonance, qui est l'art qui a la résonance la plus directe. En plus, on a accès à la musique à travers tous les plateaux numériques qui existent. Là, c'est extraordinaire. Mais en art, on a moins ça. J'aimerais avoir un Spotify de l'art pour pouvoir avoir accès à des milliers d'images de l'art dans le monde entier. Mettons, on n'a pas tout à fait ça, donc il faut les amener aux enfants, il faut les amener ces images. Moi, je vous amène cette image et je vous demande simplement, mais vraiment le plus simplement possible, de d'écrire dans le chat les résonances que cette œuvre a en vous. Ça peut être une résonance sociale, familiale, personnelle, religieuse, sociétale, peu importe, philosophique, ce que vous voulez. Mais juste un mot, une résonance. En quoi cette œuvre résonne en vous? Ça peut être le geste, ça peut être les images, ça peut être la couleur. Je vous laisse aller. Chaleur, solitude. Mmh. Bah, juste déjà avec toutes les réponses que j'avais comme ça. Paix, fabuleux, fabuleux. Merci, merci, merci d'avoir joué. Ah, encore, ça me fait des vacances. Il y a des souvenirs, il y a des appels à l'histoire, il y a, le rappel sur le travail des femmes, hein. J'ai quelqu'un qui a parlé encore du travail qui finit jamais. Il y a l'ennui, c'est vrai, peut-être à cause du visage un peu fermé de la femme qu'on voit, puis de cet univers qui semble un peu statique, qui est le seul petit mouvement qui arrive et peut-être, un léger mouvement dans le voilage de la fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte qui nous appelle vraiment parce qu'il y a le soleil dehors. Il y a ce choix aussi de Félix Vallotton de l'unité de couleur, vous voyez, il y a une résonance. C'est peut-être les feuillages verts autour qui créent cette lumière verte à l'intérieur, mais aussi évidemment le velours et les petites franges, le velours des sièges. Euh, je voulais aussi, c'est une image assez belle dans laquelle la perspective est trompeuse. Regardez comment la table, par exemple, à gauche, si vous la regardez bien, semble un peu flotter. Si on devait vraiment tirer des traits pour évoquer la perspective, elle serait un peu flottante et elle serait un petit peu distordue. Il y a aussi un miroir qui est un peu énigmatique, mais il y a un petit reflet dans l'image. Mais c'est une image, un miroir qui nous laisse entendre tout ce qu'il y a de l'autre côté, à notre place, au fond, qui prendrait cette photo, qui peindrait cette image. Donc, vous voyez, même les tableaux à gauche sur le mur sont un peu distordus par rapport à la réelle perspective. Donc, il peut y avoir énormément de choses à faire remarquer aux enfants dans un tableau pareil. Et alors pour eux, les emmener dans une histoire certainement, plus ancienne étant donné que bon, la femme est habillée avec une robe, et d'une façon très austère aussi. Elle m'a rappelé, très bizarrement pour vous qui êtes très connaisseur certainement en histoire de l'art, la maman dans Nadja quand, elle est tournée avec ce visage fermé et qu'elle dit à sa fille: «Je ne veux pas que tu aies un chien, non, je ne veux pas que tu adoptes ce chien». Elle est toute en noir et elle a le visage fermé
Et moi, ça me rappelle qu'une petite fille m'avait vraiment dit que la maman était pas gentille parce qu'elle voulait pas que, Charlotte ait ce chien. Donc vraiment, il y a quelque chose, vous voyez, qui fait des résonances avec tout ce qu'on a comme vécu chacun. On va faire le même exercice avec l'image suivante. Allez, je vous attends dans le chat. Vos résonances. Waouh, super intéressant. J'adore. Non, mais avec toutes vos idées, je pourrais écrire un livre en fait. C'est bien, vous me donnez une matière première. Alors, c'est la discothèque d'Alfred Pellan. C'est effectivement, d'abord, je crois qu'on a un sentiment de joie en voyant ça. Puis, vous voyez, ce qui est intéressant dans le chat, j'aime bien, c'est que souvent, les premières pensées, les premières résonances, j'aime vraiment ce mot, euh, ben, sont reliées pas mal à la première impression que l'œuvre donne. Et plus on regarde l'œuvre, et plus les choses s'accumulent, comme je vois le mot solidarité, le mot origine, pensée en boule. Tout ça est vraiment intéressant. Ah, oh là là, je viens de lire le titre de l'œuvre. J'aurais dû le cacher, mais c'est pas grave. Ça prouve que tu n'as pas triché, quoi que ce soit. Donc, quand on se confond avec les boules disco, voilà ce que donne l'œuvre de Pellan. Heu, alors c'est ça ce qui se passe. C'est, que quand on regarde le monde à travers le prisme de l'art, ben, on déjoue l'invisible. C'est cette éducation à l'image que je voudrais tant, offrir aux enfants et qu'ils aient l'opportunité de faire. Et on travaille là un concept vraiment fondamental. On regarde ce qui est invisible, on regarde au-delà du visible. D'ailleurs, dans un livre jeunesse qui ne se prétendait pas purement un livre d'art, mais que j'ai mis dans ma bibliographie, vous verrez, ça s'appelle Pablo et Floyd. À un moment donné, Pablo dit: «Les artistes voient des choses que les autres ne voient pas». Et donc, c'est ça que les artistes nous apportent. Ils nous apportent à voir plus loin, c'est un mot que j'aime bien, à étirer notre pensée. Le mot étirer notre pensée, retenez-le parce que je crois que c'est vraiment ça, aller plus loin, repousser les limites de la façon dont on pense. Il nous oblige à faire des pas de côté pour sortir du moment, pour sortir des stéréotypes, pour accepter les différences, pour affiner nos propres goûts, comprendre ceux des autres. On brave les interdits parfois. Là, les jeunes femmes, bah, on pourrait dire qu'elles sont nues, mais bon, si je montre une statue grecque aux enfants, je vais souvent avoir des réactions. «Oh, il est tout nu!» Bon, alors, je sais qu'on fait attention dans les classes, etc. Mais quand même, on va montrer des images qui peuvent parfois un peu dérouter, choquer. Donc, c'est ce qui est important à retenir dans ce qu'on fait, dans le propos et dans la motivation qu'on a à choisir des livres d'art, c'est qu'on leur montre que la vie n'est pas en noir ou blanc, elle n'est pas vraie ou fausse. Il y a des milliers de zones indéterminées, invisibles, improbables, imprévisibles dans la vie, c'est comme ça. Et c'est là le terreau de la création littéraire et artistique. C'est là qu'il se situe. Albert Jacquard, je pense que j'ai déjà cité ça, mais vraiment c'est intéressant ce qu'il dit. Un scientifique qui parle, quand il dit: «Quand la science va jusqu'à son extrémité, quand elle débouche sur l'imprévisible, qu'on ne peut pas aller voir plus loin, eh bien, le non déjà fait», c'est très beau comme expression, le non déjà fait, heu, appelle à une vision poétique et artistique de l'univers. Et pourtant, c'est la réalité. Voilà. Donc c'est vraiment important. Pourquoi on envoie un nouveau satellite, avec, c'est Webb, hein, le nouveau, satellite qui est en train d'explorer des galaxies? Cette ambition de l'humain d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus loin, mais ça, à mon avis, c'est une quête éternelle. Bon, alors, en éduquant à l'art, on apprend aux enfants, en effet, qu'on vise quelque chose de probablement d'improbable, d'imprévisible, donc il faut s'attendre à tout et c'est ce que j'aime.
Et c'est ça, recevoir une émotion. Être prêt à recevoir une émotion, leur apprendre à recevoir cette émotion, puisque l'art crée un dialogue. À chaque fois qu'on va proposer une nouvelle œuvre d'art à un enfant aux enfants, c'est comme si on ouvrait un petit tiroir dans sa tête et là, on va y glisser une petite pensée, une façon de représenter les choses, des idées et plus on va avoir le temps de le faire, plus les tiroirs vont s'agrandir et vont devenir grands. Dernière chose avant qu'on passe au livre réellement, heu, c'est que quand même, il faut avoir conscience que cette découverte de l'art, et c'est malheureux à dire, dépend, allez, à 99 de nous. Voilà. C'est pas comme la musique où en effet, on a un accès à la musique d'une façon très, très facile. Le monde visuel des enfants, c'est celui des ordinateurs, c'est celui de la télé et c'est ce qu'il va pouvoir découvrir en classe avec vous et peut-être, et je leur souhaite, avec leurs parents. Mais on le sait aussi très bien, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout en contact avec ces visions-là, avec ces mondes visuels-là. Donc, 99% de leur découverte, ça va dépendre de nous. Vous lui signifiez vraiment une infinité de choses. Vous ouvrez leur curiosité et c'est ça le plus important. Alors, maintenant, on va explorer un petit peu les différents livres d'art qu'on a à notre portée. J'ai fait un tout petit échantillon. Vous pensez bien qu'il y en a énormément d'autres, mais je voulais quand même rassembler sur cette même page un peu le genre de choses qu'on trouve. Des imagiers, on en a énormément. Ça, sur un thème, sur une idée, comme le sommeil, par exemple, je trouve très beau, ces imagiers chez Phaidon, ou les imagiers juste en lien avec un artiste, ou des imagiers comme sur un moment d'histoire de l'art, ou encore l'art en bazar qui va déconstruire des œuvres d'art. Donc, on a déjà à notre portée énormément de ces types de livres. Ils servent à quoi ces livres? Eh bien, tout simplement, on les prend, on ouvre une image et on les met en résonance avec les enfants. Si on faisait ça tous les jours, juste une image, ça prendrait, allez, 3, 4 minutes, 5 minutes, aller dans la classe, tout comme on lit une histoire chaque jour aux jeunes ou un extrait, un texte, ben, c'est un enrichissement. Vraiment, on construit sur sa tête petit à petit, on va participer à sa construction personnelle. On veut que nos jeunes aient ce regard ouvert et c'est ce que l'art va apporter. Donc et ça les étonne. On va voir aussi que des enfants réagissent, on s'y attendait pas. Il y a vraiment tout ce regard sur l'art et sur l'intelligence émotionnelle de chaque enfant qui va être intéressante. Il y a des monographies racontées. Ce que j'appelle des monographies racontées, c'est-à-dire que on se base sur la biographie d'un artiste et on va essayer de raconter de la façon la plus vivante possible. Puis j'ai choisi des livres qui sont en effet très vivants à raconter, mais on reste vraiment collé à la vie des artistes, de façon plus ou moins détournée, plus ou moins romancée, mais les grands traits de sa vie sont là et on peut faire confiance à ces livres pour quand même nous apporter une vision assez claire de ce qu'a été la vie d'un artiste, de son concept, de ses caractères, de là où il a vécu, etc. Ensuite, on a des livres plus encyclopédiques où on va avoir des histoires de l'art, des chronologies, des questions posées, des choses un petit peu plus profondes, si vous voulez, et aussi des concepts différents. Par exemple, l'histoire de l'art en 21 chats, bah, c'est déjà une histoire de l'art où on passe à travers une chronologie, puis pour la rendre de façon vivante et amusante, cette histoire de l'art est vue dans l'œil d'un chat. Donc, c'est toujours un chat qui est représenté à travers les images. On a des livres-jeux. Par exemple, la maison d'édition Palette fait des livres avec des casse-têtes, des puzzles, de l'art. C'est intéressant parce que en faisant le casse-tête, on va reconstruire l'image. Donc, c'est une façon qu'on a d'apprendre à l'enfant à, voilà, à comprendre comment l'image s'est construite. Et en posant les morceaux du casse-tête, bah, il va découvrir certains détails qui vont voilà, peut-être l'interpeller, lui faire comprendre que, par exemple, ne serait-ce que sur la page couverture, où c'est le cercle de ce rat, bah, elle a une espèce de tutu, c'est comme un tutu qui se relève comme presque une moustache
Puis cet aspect d'ailleurs très en vague comme ça donne une impression extrêmement dynamique à l'image, tout comme les bras de la danseuse. On a des livres d'art pop-up qui sont plus onéreux. Je vais quand même vous en ouvrir un. Je ne sais pas si on me voit, j'imagine, oui, en tout cas. Je ne sais pas si on me voit. Si on ne me voit pas, je vais demander si on me voit parce que je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on me voit? Oui, on te voit. Pardon. Je n'étais plus sûre tout d'un coup. Alors, c'est un livre sur l'architecture. L'architecture, c'est moins souvent abordé que l'art visuel, évidemment. Donc, où se déploient ces magnifiques architectures, voilà, avec des concepts absolument extraordinaires qui vont être intrigants pour les enfants. Euh, une histoire de l'architecture. L'architecture fait partie de l'art, on l'oublie trop souvent, et on devrait sortir dans la rue avec nos jeunes et prendre les plans des immeubles qui sont construits, des plans d'immeubles différents. Ça fait partie de la vie des enfants. Et puis enfin, on a des approches alors beaucoup plus décalées, telles que vous les connaissez. Je vous ai mis des exemples que vous connaissez bien ou d'autres moins. En tout cas, Marcel le Rêveur, Anthony Brown, Téti, la sauterelle de Vincent. J'avais fait un article dans mon blog à propos de ce livre vraiment intéressant, où on a retrouvé une petite trace d'aile de sauterelle dans un tableau de Vincent. Donc, l'artiste, on a imaginé une histoire, l'auteur a imaginé une histoire à partir de cette sauterelle. Ou encore L'affaire Matisse, qui est un petit roman niveau 9-10 ans, absolument chouette, voilà, d'un enfant dont la maman travaille dans un musée et puis qui va copier un Matisse, qui va le copier si bien. Tout ça pour dire que certains tableaux de Matisse ont un aspect très simplifié qui peut être parfois très enfantin et qu'un enfant pourrait presque les recopier. En tout cas, évidemment, c'est très affabulé puisque l'enfant va prendre le vrai tableau pour pouvoir le recopier chez lui, il va remplacer par son tableau. Un petit suspense dans ce livre. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses à notre disposition, qu'il devrait y avoir ces livres-là entre les mains des enfants. Maintenant, je vais vous parler de mon approche parce que, au fond, ce que j'ai toujours trouvé, moi, c'est qu'on restait un peu trop collé. Enfin, les fictions, même si elles sont superbes dans les monographies racontées, et elles sont tout à fait valables, hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer mes alter ego, mais je trouvais que bien souvent, elles étaient un peu trop collées à la vie de l'artiste. Mon approche, c'est vraiment de vouloir être un œil pour les enfants. C'est pour ça que mes tout premiers livres, d'ailleurs, ils ont été vraiment des voyages à travers une seule œuvre. Mais c'est ça, je ne veux pas faire une œuvre encyclopédique, je veux me mettre à la hauteur des enfants. J'ai le souci de son rapport, de son propre rapport à l'art d'ailleurs, parce que quand un enfant voit une image, ça fait aussi écho à ce qu'il est capable de faire, à ce qu'il dessine lui-même, à ce qu'il connaît comme dessin, comme couleur, comme forme, etc. Donc, je veux tisser un lien le plus proche possible de ce qu'il y a entre l'enfant, ce qui peut être possible entre l'enfant et une œuvre d'art, en cherchant des choses qui vont l'interpeller. C'est pour ça que chaque livre est différent, chaque histoire est différente et chaque approche est différente. Il s'agit de trouver l'angle à chaque fois. En tant qu'artiste, en tant qu'auteur, chaque livre pour moi est une création. Au fond, c'est comme si je faisais un travail d'artiste avec l'œuvre d'un autre artiste. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai découvert. C'est même pas moi qui ai découvert que j'étais une artiste. C'est René de Rouen. Quand j'avais présenté la fête de Chapultepec et la maquette de la fête de Chapultepec à René de Rouen, et que je lui avais montré tout le découpage que j'avais fait dans son livre. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais simplement vous montrer l'œuvre dans laquelle j'ai travaillé. Voilà, une œuvre très abstraite. Il m'avait dit, il m'avait regardé et puis il m'avait fait: «Oh, mais au fond, toi, tu es une artiste qui travaille sur l'œuvre d'un autre artiste. J'aime ça, parce qu'une fois qu'on a créé l'œuvre, elle appartient aux autres, elle appartient au public». Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut amener les enfants à s'approprier des œuvres. Ça leur appartient autant qu'à un adulte, autant qu'à un connaisseur en histoire de l'art.
Et je veux que ça soit facile. Je veux que ce choc soit facile, sans connaissance. Et j'ai bien conscience que ce sont les adultes qui vont acheter les livres pour enfants. Je sais combien c'est difficile ces livres où on ne voit que des formes abstraites à l'intérieur et où les adultes se disent: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être un tel livre? Je ne sais pas si mon enfant va aimer ça». Et c'est dommage parce que c'est cette confiance que je voudrais que les adultes aient auprès des enfants en leur montrant des livres d'art et notamment des œuvres abstraites. Au fond, l'art est toujours la métamorphose de quelque chose. Un écrivain fait une distorsion de sa vie, par exemple, pour écrire un roman qui va avoir des petites bribes de lui. Ben, un peintre fait la même chose, même dans l'abstraction, il met de soi. Rappelez-vous, dans le livre de Riopelle, il le dit, Riopelle. Il n'y a pas d'œuvre abstraite pour Riopelle. Et je crois que c'est ça le plus important. Donc, on raconte des histoires dans nos livres, même avec les tout premiers. Et c'est vraiment très drôle parce qu'au début, je n'avais pas du tout conscience de ma valeur d'auteur. Et puis, je n'osais même pas dire que j'étais une auteure. Mais en fait, je me suis rendu compte que je racontais des histoires. Je vais prendre le tout premier livre que j'ai fait, c'est Le Petit Canoë. Dans Le Petit Canoë, au fond, c'est la quête d'un canoë dans une planète qu'il découvre, qu'il ne connaît pas, et il cherche des points de repère dans ce livre-là. Si je prends l'histoire au deuxième degré, hein, euh, je, vous, je vous remontre l'œuvre ou Le Petit Canoë, voilà, que j'ai trouvé dans cette gouache de Borduas, Le Petit Canoë qui est ici. Tout le livre tourne autour de ce petit canoë qui cherche à découvrir ce qui se passe dans ce monde étrange. C'est quelqu'un un jour qui m'a dit: «Ah, mais ça raconte ton histoire, ce livre». Mais j'avais jamais fait le lien. J'avais jamais fait le lien. Et là, j'ai réalisé qu'au fond, Le Petit Canoë racontait mon arrivée sur la planète Québec, d'une certaine façon. Je cherchais mes points de repère au Québec quand je suis arrivée en 1998 et que j'ai découvert l'art des peintres automatistes. Donc voilà, c'est pas c'est pas dit, c'est l'invisible, l'indicible derrière le texte et derrière les images que j'ai mis, et c'est un peu de moi que j'ai mis. Et dans chaque livre, ça a été ça. Font les collines du fantôme, ça a été cette quête des couleurs et de la découverte et la grande joie de la découverte des couleurs de Marcel Ferron. Dans Le Gris, reflète une période qui a été extrêmement tourmentée pour moi. Pas étonnant que j'ai choisi Dans Le Gris, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours quand même quelque chose. Donc, je veux simplement dire qu'une image veut 1000 mots et 1000 mots valent une image. Voilà. Donc, oui, je raconte une histoire à travers ces histoires, à travers ces tableaux, mais je raconte aussi ce que me dit l'œuvre de l'artiste. J'essaye de renvoyer aux enfants, en restant proche d'eux, justement tout cet invisible de l'œuvre. Donc, je vais passer en revue mes différents livres et les ateliers et juste vous faire comprendre comment je les ai travaillés. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Par exemple, mes tout premiers livres étaient des livres animés. Des livres très figuratifs où c'était des œuvres d'ailleurs de peintres anciens, c'était Bruegel, ça a été Vermeer, etc. Bon, ben, comment se sont réappropriés le tableau? Les enfants se sont réappropriés ce tableau, ben, en créant des personnages animés à leur tour. Parce que ce qui leur plaisait dans mon livre des jeux d'enfants, c'était que je faisais bouger les personnages. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui connaissaient le livre, malheureusement, il n'est plus en circulation, mais donc je faisais bouger les personnages qui sont dans le tableau, qu'on retrouve à la toute fin. Au fond, ça, c'était mon tout premier livre, pas le premier que j'ai édité, mais le tout premier livre que j'ai créé. Les enfants se sont réappropriés ça et intelligemment, les enseignantes de cette école où je suis allée ont fait travailler les enfants sur les jours de la semaine. Donc, il y a eu de l'écriture qui s'est mêlée à un travail créatif et technique des enfants. On est resté sur le thème de l'hiver. Et voilà, Violette fait du patin le mercredi, Justin a pris des cours de ski le samedi, etc. Animer des personnages, travailler sur un thème, intégrer les jours de la semaine. Image suivante. Avec Paul-Émile Bordua, on a travaillé le graphisme.
comment elle est construite cette œuvre? Beaucoup d'enfants me disent, on dirait qu'il y a un reflet, que la partie en bas reflète la partie en haut. Ben, pas vraiment, parce que les couleurs, oui, les couleurs se répondent, mais on ne voit pas tout à fait les mêmes formes. Donc, c'est un reflet sans en être. Alors, en regardant cette œuvre, les enfants en ont compris la construction. On a tracé des lignes, on a travaillé le graphisme avec cette œuvre-là. Ensuite, on a rempli des zones délimitées. On a comparé les effets de médium utilisés. Parce que là, je vous montre une image, c'est assez vieux, c'est un des premiers ateliers que j'ai fait ici, mais c'était fait au feutre. Mais il y a eu des classes d'un peu plus grands qui ont fait du travail à la gouache. Ça avait un rendu un peu plus beau, mais là, on était en maternelle, c'était trop compliqué et trop délicat avec des maternelles. En tout cas, c'est quand même pour vous montrer que on a travaillé énormément de concepts juste avec une œuvre d'art. Ensuite, avec Marcel Ferron, on a exploré les couleurs primaires au couteau. Qu'est-ce qui se passe quand on les mélange? Comment on assume son geste? Une fois que j'ai fait trop de mélange de couleurs, je m'aperçois que waouh, c'est pas beau, ça devient tout marron moche. Donc il faut que j'arrête de travailler au couteau pour que l'effet que je veux reste là. Mais regardez ces œuvres d'enfants, c'est extraordinaire. Et ce que je trouvais le plus beau en travaillant à partir de l'œuvre de Marcel Ferron, c'est l'admiration que les enfants avaient eux-mêmes pour leurs œuvres, la transparence des couleurs, les lumières, l'émerveillement qu'on arrivait à produire des formes qui surgissaient. Et certains enfants voyaient même à travers leurs œuvres abstraites des monstres apparaître. Comme ici, je vous montre un exemple. On a ici une petite forme. Allez savoir pourquoi cette forme a parlé à un enfant qui m'a dit: «Ah mais là, on dirait un chien qui aboie avec son nez, puis ses oreilles et puis ses pattes». En tout cas, voilà. Donc c'est quand je dis qu'on étire la pensée des enfants, c'est ça que procure l'art. Être capable d'aller toujours plus loin, de reculer ses limites. On continue. Avec De Rouen, on a travaillé sur, évidemment, on travaille toujours l'histoire que j'apporte et à travers l'histoire, les œuvres qui sont portées dans l'histoire et leur propre signification. Et évidemment, à travers De Rouen, cette œuvre, on a travaillé la découverte du Mexique, des œuvres du mexicaines. Les enfants ont été extrêmement touchés par la couleur, mais la matière employée, parce que De Rouen utilise de la gouache, mais aussi des pastels, du feutre, il mélange beaucoup. Donc, on a travaillé uniquement sur notre capacité à créer des motifs et en se retenant de faire des motifs figuratifs parce que ça revient vite l'envie de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Mais se forcer à faire de l'abstrait juste avec des pastels, des crayons de couleur et des traçages de lignes blanches. Alors, c'est ce qui est arrivé autour de l'œuvre de René de Rouen. Peut-être la diapo suivante montre aussi d'autres choses. Voilà. Donc, on est parti de sensations pour créer de l'abstrait. On a travaillé, par exemple, à travers le livre, il y a toute la sensation des montagnes russes, de la peur. Il y a énormément d'émotions dans le livre, notamment celle de la peur. Donc, on est parti de ça. Je voulais que les enfants gardent ces émotions en eux pour créer. Et c'est vrai que on le ressent. On s'est inspiré des couleurs du Mexique et on a découvert évidemment une autre culture. J'en ai profité aussi pour amener les enfants sur l'américanité, la notion d'américanité, travaillée par René de Rouen et Serge Bouchard, évidemment, dans tout son travail sur les francophones américains. Je continue. Riopelle. Bon, Riopelle, ça a été un travail extraordinaire, évidemment, quand je me suis mis à travailler là-dessus. Alors là, j'ai quand même changé mon fusil d'épaule. Jusque-là, je faisais essentiellement des livres qui travaillaient autour d'une œuvre, qui permettaient aux enfants d'entrer de plein fouet dans l'œuvre, d'y voyager. Et là, comment j'allais faire pour Riopelle? C'était quand même très compliqué. Je voulais vraiment arriver à donner tous les aspects de l'artiste. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un livre un peu plus complexe, où j'ai quand même mélangé la fiction, la réalité de la vie de Riopelle et l'appel à notre œil, à notre regard, puisque le livre est un mélange de
petites anecdotes réelles, petites anecdotes inventées, regards, petits jeux de regard, hem, des citations qui nous inspirent sur l'œuvre de Riopelle. Alors voilà ici un travail extraordinaire que j'ai pu faire à Sainte-Camille, inspirer un travail collectif ici, où dans ce village, on a travaillé pendant 3 jours à l'école du village sur Riopelle. On a fait des expérimentations individuelles. On s'est préparé, on a préparé les pochoirs, des pochoirs d'oiseaux, des pochoirs, heu, qu'on a apportés, des pochoirs réels, on a apporté des outils. Certains enfants ont créé aussi, des pochoirs d'animaux comme, l'orignal qu'on voit en bas et cetera, et on a travaillé sur les 4 saisons de Saint-Camille, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je pense que vous ressentez quand même, les différentes couleurs. C'était vraiment un travail passionnant. Mais en travaillant sur Riopelle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais passer à l'image suivante. Ben, on travaille sur les matériaux. Et juste ça, même s'il n'y avait pas eu de résultat, c'est extraordinaire parce que travailler les pochoirs, la façon dont on place les pochoirs, au début, les enfants sont très sages, hein, ils vont mettre le pochoir dans le bon sens, ils veulent que l'oiseau soit toujours dans le même sens, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ah non, mais attends, si j'inverse mon pochoir, comme ici par exemple, ah mais là je peux faire 2 becs qui se touchent, ah il y a 2 oiseaux amoureux. Puis si je trace le négatif, je peux travailler sur le positif du pochoir, je peux, le remplir de couleurs et tracer tout autour des lignes. En tout cas, ces expérimentations, il me semblait que ça amenait toujours les enfants plus loin, plus loin, plus loin, et c'était ça leur grand bonheur. C'est qu'à chaque fois, ils s'étonnaient eux-mêmes du résultat donné. Sur des pochoirs, on a créé des impressions avec différents éléments, des cartons, des morceaux de tissu, des éponges et cetera. Donc vous voyez que l'art, c'est pas seulement l'art pour créer une œuvre d'art qui a une signification, qui a un sens, c'est aussi pour le plaisir de manipuler des outils, et je trouve que à l'heure du numérique, on manipule beaucoup de souris d'ordinateur et on leur apprend à travailler sur des claviers. Il faut revenir à cet artisanat, parce que cet artisanat de l'art va leur permettre de travailler vraiment, heu, leur leur motricité, fine, et ça, c'est vraiment essentiel dans leur vie. Je vais à l'image suivante. Riopelle, vraiment on peut explorer à l'infini, mais je vous montre quand même, cette classe qui a voulu explorer uniquement la sculpture de Riopelle. C'était des petits de deuxième année, je crois. Laisser la trace. Les enfants n'osaient pas laisser la trace de leurs doigts sur les sculptures qu'ils créaient, comme le faisait Riopelle. Il a fallu travailler. Pourquoi on laisserait notre trace? C'est bien plus beau, disaient les enfants, si on ne laisse pas la trace. Oui, mais je veux que ça soit tes doigts. Je veux qu'on sente que ce soit toi. Il a fallu les amener là, et voilà ce que ça a donné. Donc, ça a donné d'ailleurs des sculptures très intéressantes et chacune très différente. On a travaillé le mouvement des oiseaux, on a travaillé sur le bicolore, les 2 couleurs, oui, les 2 couleurs, le noir et blanc quand il a fait les icebergs, c'est du noir sur du blanc ou du blanc sur du noir. Voilà, on a travaillé ce rapport des 2 couleurs, et ça a donné des ateliers absolument passionnants. Je continue. Dans le corbeau, c'est aussi, je vous montre des choses qui ont été faites de façon assez simple. Par exemple, regardez ces petits totems de papier, suite à mon histoire de corbeau et le secret de la lumière, donc une histoire qui reprend une légende du peuple Haïda. À la suite de l'histoire, qui suscite énormément de discussions d'ailleurs, sur la notion de sacrifice, de la naissance, de la connaissance, les enfants ont créé leur propre petit totem. C'est un simple bout de papier en triangle voilà, qui a été décoré de leur propre images d'animaux, leurs propres motifs qu'ils ont repris de l'araïda que je leur avais montré. Et je pense que j'en arrive enfin à mon pélant, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors des toutes nouvelles, images d'atelier, parce que il y a encore assez peu de temps que je l'ai exploré. Heu, Alfred Pellan, c'est quand même, encore une autre approche, parce que je voulais, par rapport au Riopelle, que ce soit un livre, pour les plus jeunes.
En fait, même à l'origine, j'aurais presque voulu que ce soit un bébé livre pour les enfants. Mais bon, finalement, je suis revenue à un âge, voilà, mais on peut l'aborder à partir de 3 ans. Dans l'atelier, samedi à la librairie, j'avais une petite de 3 ans et demi et elle a absolument bien suivi l'histoire, surtout quand j'ai abordé le Père Noël à la fin du livre. Alors, dans Le secret d'Alfred et j'ai fait une petite feuille d'activité, que je pourrais vous envoyer par PDF si vous voulez tout à l'heure. Heu, J'interpelle vraiment. J'avais commencé à le faire un peu avec le Riopelle, dans les petites anecdotes inventées. Mais là, j'interpelle carrément, l'enfant qui est devant moi et je l'entraîne. D'abord, dans un peu de folie, hein. Un chat devenu roi donne des cours de gymnastique à ses sujets. J'ai mis les enfants à terre, on a fait de la gymnastique. Ça, c'est une façon de raccorder l'enfant au livre d'art que je suis en train de présenter. Ça n'a pas pris 3 secondes, hein. J'ai dit: «Oh, on va faire comme les gens qui font de la gymnastique avec le chat». On a fait des mouvements de chat, on a pédalé, on a fait semblant de nager et aussitôt un insecte bizarre veut les imiter et hop, j'ai vu tous les enfants faire exactement le même geste que cet insecte bizarre. Ça leur pose pas de problème que ça existe ou pas cet insecte et les fleurs se mettent à danser. J'ai vu des chaussures marcher au plafond. Vous me croirez ou pas, j'ai vu un enfant qui a levé les yeux au plafond pour voir s'il y avait des chaussures qui marchaient. Quand on parle directement aux enfants comme ça, on fait vraiment un lien très, très intime entre ce qu'est l'enfant, ce qu'il connaît et ce que l'œuvre d'art peut lui apporter. Donc ça a continué. Là, par exemple, quand je propose à l'enfant de rentrer dans l'atelier d'Alfred et je dis: «On rentre par où?» Spontanément, il y en a qui vont me dire là, il y en a qui vont me dire là. Donc du coup, on regarde l'image. On est obligé de regarder l'image puisqu'on y réfléchit. Ensuite de ça, bon, je vais un peu vite, hein, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais Alfred s'amuse à dessiner des oiseaux sans jamais lever son crayon du papier. Tu sais le faire? Bah, bon, les petits de 3 ans et demi ne savaient pas me répondre à ça, mais les plus grands m'ont dit: «Bah non, j'ai jamais essayé ça», alors ils ont eu envie d'essayer. Alors, tout le livre vraiment nous amène vers ce qu'est la création et je pense que de tous mes livres, c'est sans doute le livre qui nous rapproche le plus de ce qu'est l'acte créateur. Par exemple, ici, je dis dans la tête d'Alfred, alors écarquille bien les yeux, avec Alfred, il faut s'attendre à tout, car s'il dessine et peint des choses qui existent comme, devine, c'est facile, des poissons, un masque, un chat qui se cache, etc., il lui arrive aussi de peindre et de dessiner des choses qui n'existent pas. Ça, c'est quand même une notion dans l'art qui revient tout le temps, c'est le visible et l'invisible, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Une vache qui court le long d'un mur, un hibou raconteur d'histoires, des fleurs que lui seul connaît qui ressemblent à des xylophones et qu'on appelle des xylofleurs. Et encore, il peut mélanger ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, je continue, mais bonne nouvelle, tout existe puisque Alfred les a dessinés. Avec un crayon et un peu d'imagination, tout est possible, tout existe. C'est la même chose dans la démarche littéraire. Tant qu'une histoire est dans ma tête, elle n'existe pas pour les autres. Elle existe dans ma tête, mais elle n'existe pas de façon, heu, j'allais dire, elle n'a pas pris corps. Et ben, à partir du moment où je vais l'écrire, elle prend corps. C'est ça, tout le rapport à l'art, à la création. Donc ce livre-là, je trouve, est peut-être le livre qui fait le plus appel à cette notion de création. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de toutes ces bestioles, mais je n'ai pas seulement pris les petites bêtes de Bellan, en 3D. J'ai mélangé, des bestioles de Mural avec, des bestioles de certaines fresques et enfin, je voudrais vous montrer cette œuvre absolument magnifique qui faisait partie du décor que Pellan a fait pour la Nuit des Rois de Shakespeare. Il avait créé ce décor qui s'appelle donc le Jardin d'Olivia. Donc là, j'ai dit aux enfants, on va imaginer qu'on est dans le Jardin d'Olivia, le ciel, sans doute au coucher du soleil, le gazon, le vert, tu vois le vert, et la terre. On va s'allonger et on va essayer, comme Alfred Pellan,
d'admirer le ciel dans les nuages, d'admirer, voilà, de faire attention à ce qu'il y a autour de nous et peut-être que toi, tu vas entendre le chuchotement des vers de terre, le bruissement des brins d'herbe, le craquement des petites feuilles. Ben, vous me croirez ou pas, le silence s'est fait en même pas 2 minutes dans la librairie, les enfants allongés comme ça. C'était fascinant. Certains m'ont même dit qu'ils avaient entendu le petit chuchotement des vers de terre. Voilà. Alors, enfin, pour finir de présenter ce livre, tout d'un coup, ça ouille, ça pique, ça on dirait que les fleurs attaquent, voilà, il y a un tableau de Pellan, on a vraiment l'impression de cette agression et des fourches qui nous agressent. Il est temps de rentrer parce qu'on a un secret à dévoiler, j'ai pas pris le temps de vous donner la phrase du début, mais bon, on le rappelle ici et là, on va attendre le secret à travers cette œuvre sublime, toute de bleu. Je dis aux enfants de prendre l'escalier, de tourner à gauche et au dernier lampadaire, tu verras, c'est ta maison. Donc, il va rentrer à la maison. On va compter les étoiles. Et voilà le secret. Enfin, eh bien, le secret, c'est que le Père Noël est un artiste. Voilà, comme lui. C'est un secret. Alors, comme tous les secrets, chut, toi seul le connais maintenant, avec Alfred Pellan, bien sûr. Voilà pour l'exploration du livre d'Alfred Pellan. C'est vraiment, je crois qu'à presque à chaque page, vous pouvez travailler des choses très simples. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et j'avais encore 2 diapositives, si vous me permettez, de terminer là-dessus. Ah, j'avais oublié ça. On va y revenir peut-être après, Jean-Baptiste, tu veux bien passer encore oui, oui, pardon, celle-ci. C'est qu'il y a des choses vraiment faciles à faire. Pour celles qui ont déjà suivi mes ateliers, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais juste tout à l'heure, je vous ai dit, prenez une œuvre d'art et laissez les enfants, comme ça, à l'oral, dire leur propre résonance à l'art. Ça, c'est une chose. Mais on peut aller plus loin, vraiment créer avec les mots, leur laisser dire les mots, mettre ces mots en commun dans la classe en les écrivant tous au tableau sur, voilà, et qu'ils s'en servent, mais en cherchant les mots. Pas seulement les premières impressions, en les forçant à aller plus loin encore dans leur quête. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Qu'est-ce qui m'interpelle? J'aimerais que vous m'en écriviez quelques-uns, s'il vous plaît. Aller plus loin qu'une simple résonance. Quelle histoire commence derrière ce tableau? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Et peut-être qu'avec tous ces mots que vous allez récolter en classe, va naître une première fiction, peut-être que vont naître des poèmes. Alors, je vous laisse un petit peu, je vais faire une petite pause en vous laissant regarder cette œuvre. C'est une œuvre de Marcel Ferron, absolument étonnante. Je vous laisse la déguster un petit peu et écrire un petit peu dessus. Si vous avez le goût d'écrire simplement une phrase, vous pouvez le faire aussi. Fureur, Don Quichotte, tempête d'été, tempête, danse des samouraïs, bazar, blaireau. J'adore. Un condor qui se réveille, le chat observe.
taille de l'eau d'un pré. Waouh! Magnifique tout ça. Mmh. Merci! Waouh! Superbe, superbe. C'est une œuvre extraordinaire parce que, il y a comme une première perspective de noir. On dirait qu'au-delà, donc il y a ce fracas de couleurs, mais en même temps, on a l'impression qu'on survole aussi puisqu'on dirait qu'on est en vue aérienne. Bol de soupe renversé, tremblement libre, peur distance, choc automne. C'est bien, mais vous voyez comme ça libère la pensée de travailler sur des œuvres d'art et ça va faire mieux écrire les enfants. Ils vont oser mieux écrire, je crois, oser libérer leur pensée, leur vocabulaire et parfois ils vont avoir du mal à trouver exactement les mots pour dire ce que ça exprime. Il va falloir les aider et si vous faites cet exercice avec les enfants, assurez-vous d'avoir des mots, des noms, des adjectifs, des verbes pour qu'on ait le plus de matières premières possibles à leur disposition. Sinon, ils auront du mal à faire des phrases, donc il faut y aller. Il y a des couleurs qui se répondent, il y a vraiment des échos. Heu, j'ai pas encore trouvé complètement, heu, si on était dans un chaos total ou ou dans le chaos qui va advenir. Sorcier cri. Ah, très beau. Parce qu'en même temps, il y a comment dire? On dirait une cuve de minerai en ébullition avec ces couleurs jaunes, rouges, on dirait vraiment du feu. Il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Superbe et la dernière chose que, je voulais, partager un petit peu avec vous, c'est, l'art et la matière. En bas dans le centre, on dirait un personnage et oui. Oui, il y a certainement quelque chose qui se cache, quelque chose ou quelqu'un. Je suis d'accord. De pas hésiter, à partir des livres d'art que vous avez à votre disposition, à faire de simples explorations. Ça peut être des cartes à gratter avec des crayons, avec des brosses différentes, avec des éponges, avec du fusain. Juste des petits essais, des petites, comme un artiste le fait dans son atelier. Je veux dire par là, il y a pas toujours besoin, de sortir une tonne de matériel. Heu, Souvenez-vous de ce livre, qui s'appelle, Petit Pois, l'école de dessin de Petit Pois. C'est un bon exemple, l'école de dessin de Petit Pois, ce livre publié à la comme des géants, vous vous souvenez? Il y a vraiment, des belles entrées en matière vers l'art, toutes sortes d'arts différents où tout cohabite, et l'acceptation des arts qui sont différents. Pourquoi pas faire des nuanciers de couleurs? Travailler le dessin sans lever ce crayon comme, c'est suggéré dans le livre de Pellan. Tout ça pour dire que dans l'art et la manière et l'art et la matière, j'aurais pu mettre les 2, on peut vraiment, s'amuser à ça peut être des moments en classe où rassembleurs, où on va, attirer l'attention des enfants sur autre chose, mais d'une façon très enrichissante. Par exemple, donner la forme d'une raquette, mais leur donner, à transformer cette forme. Parce que tout est métamorphose. C'est ça, on va travailler tout le temps ce qu'on peut explorer et inventer à partir des formes, d'un simple trait de crayon, d'une simple couleur. Voilà, alors c'était 1 heure de rencontre. Je vais juste conclure et on va se donner un petit temps d'échange si vous voulez bien. Je veux dire qu'à travers tout ce que je vous ai montré qu'on pouvait travailler de l'écriture, du mouvement, les gestes en peignant, les gestes en dessinant. On travaille notre pensée, comment on procède. Par exemple, quand je vous ai montré, l'œuvre avec, le tableau de Paul-Émile Bordua, bah, avant de tracer ces lignes, j'ai dit aux enfants: «Il faut que tu réfléchisses, il faut vraiment que tu réfléchisses. C'est quoi le mouvement que va faire ton geste pour arriver à faire le trait que tu veux faire?» Donc on travaille le procédé, on anticipe les choses. Pourquoi on choisit cette couleur? Quelles conséquences ça a si je choisis mon jaune pour le mettre sur du bleu? Je sais que ça va faire du vert, mais à quel dosage? Comment? Etc. On a travaillé donc le hasard du geste, dans les projections, dans la façon dont on glisse les couteaux.
On a travaillé la découverte culturelle, on a travaillé le collectif. Quand on fait une œuvre collective, il faut savoir s'associer à ce que font les autres aussi dans ce travail. Ça, c'est des choses qui demandent évidemment plus de temps. C'est là où on peut vraiment s'associer à une prof d'art plastique si on veut, mais on peut aussi travailler un collectif sur plusieurs semaines, ça se fait très bien. On a travaillé le modelage, donc le travail de la manipulation des mains, et toute cette manipulation des outils pour arriver à créer. C'est intéressant d'avoir une contrainte. Quand j'ai travaillé, l'atelier de Pélan, justement, j'ai travaillé, je vais revenir sur l'image de Pélan si tu veux bien, Jean-Baptiste. J'avais créé comme, juste celle d'avant, voilà. Donc j'ai pris pour exemple ces murales que Pélan a fait dans sa maison et j'avais créé, simplement les morceaux comme si c'était des pierres, voilà, des roches sur le mur. Et ce sont les enfants qui donc ont complété en dessinant des petits animaux. Heu, voilà, à travers, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que travailler avec une contrainte, c'est toujours gagnant. Et quand on fait un travail comme ça, qu'on veut efficace en peu de temps, c'est important de bien cadrer votre travail. Donc, en imposant la murale avec déjà ses formes, bon, vous voyez, il y en a certaines qui ne sont même pas remplies parce que ça, c'était un essai qu'on a fait. Euh, j'ai déjà mon travail qui s'accomplit. J'ai plus qu'à mettre les enfants à terre, comme vous le voyez ici, et ils vont travailler leurs petites bestioles et ils vont s'amuser des bestioles que les voisins et voisines vont faire. Ici, c'est avec une empreinte de doigt. C'est Pélan qui a fait ça, une empreinte de doigt et qu'il a transformée en petit monstre. Donc, on peut aussi prendre cette contrainte-là. Au regard des artistes que j'ai explorés là avec vous, de tous ceux que j'ai pris pour travailler mes livres dans des approches différentes, ben, on comprend bien que le geste créatif est vraiment à l'origine de tout. Mais le geste créatif, il vient de la pensée. C'est vraiment ça qui est intéressant de faire comprendre aux enfants. L'art participe à quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Je voulais terminer par cette phrase. Dans la relation qui se développe avec celui ou celle qui le regarde ou le contourne ou l'entend quand il s'agit d'une œuvre musicale. Ça nous change à jamais, comme nous change une œuvre littéraire qu'on lit. Voilà, c'était mon dernier mot sur l'art. Alors maintenant, je voudrais simplement vous laisser la parole si vous avez des questions. Ça me fera très plaisir d'y répondre et d'avoir vos réactions. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment envie d'être un enfant de 7 ans et de retourner à l'école. Avec des Donc, livres écoutez, d'art. avec des livres d'art, assurément, et toi comme enseignante. Donc, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux relayer les questions à Marie dans le chat. Je vais juste laisser voir s'il y a des gens qui ont peut-être quelques questions. On a beaucoup de très beaux commentaires. Marie, merci. Toujours passionnante et généreuse. Merci beaucoup. Ton amour des enfants transcende tes propos. Donc, je pense qu'au final, on a eu une très, très belle rencontre. Comme je vous l'écrivais là, dans le chat là, tout au long de la rencontre, Marie vous enverra une bibliographie, en fait, avec plusieurs livres là, autour de la littérature, autour de l'art pour les enfants. J'ai réussi aussi rapidement à aller chercher les liens des Oui, bravo Marie. articles dont elle a parlé. Donc, on pourra aussi vous les renvoyer. Et j'ai même réussi à trouver l'image dans Chien bleu de Nadja. Donc, on Ah, tu pourra l'as mise. aussi Ah, vous la formidable. transférer pour que vous puissiez la voir. Donc, écoutez, sur ce, est-ce que tu Ben, as je un vous donne dernier mot, rendez-vous au Marie? Salon du Livre, moi. Oui, on est là au Salon du Livre. On aimerait vous voir, vous rencontrer, s'il vous plaît. Il y Moi, je aura n'ai pas des vu heures du personne. conte. C'est ça, des arts du conte. Marie fera un ou deux ateliers. Ouais, Euh, ouais, sur Pélan. Donc, si vous voulez venir explorer cette notion, cette fresque, ou peut-être qu'on fera des petites empreintes de doigts pour vous faire s'amuser à créer des petits monstres. Donc, vous êtes les bienvenus. Et voilà, ça me fera plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. Alors,
Donc, N'hésitez c'est un pas à rendez-vous. m'écrire aussi si vous voulez des petits détails. Allez sur mon blog arstramgram.org. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera vraiment envie de faire rentrer un peu plus de livres et donner l'habitude des images de l'art dans les classes et convaincre les enseignants. Parce que ça, il n'y a pas de niveau. C'est aussi l'avantage. On travaille ça à tous les niveaux. À tous les. Il le Donc, faut pour nos enfants. merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. On vous voit très, très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. C'est bon. Ah.